Et donc, j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui une table ronde sur le thème ô combien porteur de la place des chatbots dans l'expérience client. Alors, on le sait désormais, il faut compter avec le nouvel interlocuteur de la relation client qu'est le robot. Alors que l'adoption massive de la technologie des chatbots se confirme, dotée par l'avènement et les progrès de l'intelligence artificielle, les clients trouvent des bénéfices très concrets à ces nouvelles expériences. Comment marier conversation avec un robot et intervention humaine? Jusqu'où les chatbots prendront-ils en charge la relation client? Voici parmi les sujets que nous allons aborder aujourd'hui dans cette table ronde avec mes intervenants du jour. Alors, j'accueille Arnaud Delacoste, directeur général d'Actical Sitel et auteur du livre Le Seigneur des robots, qui est à ma gauche. Oh. Clarisse Charot, directrice marketing et communication de Nature et Découverte, qui témoignera de l'utilisation des chatbots au sein de cette belle marque enseigne qui est Nature et Découverte. Et Jean-François Tripodi, directeur général de Carte Blanche. Voilà, alors juste avant de commencer, je voulais vous montrer le livre d'Arnaud Delacoste qui est à ma gauche, Le Seigneur des robots. Donc, et si l'intelligence artificielle nous rendait plus humains, une lecture que je vous conseille et que Arnaud va nous expliquer un peu plus en amont. Pour commencer, un petit tour de table peut-être. Alors, Arnaud, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques minutes? Honneur aux femmes, peut-être. Alors, vous voulez que je me présente? Voilà, un petit mot de présentation, Clarisse. Oui. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Clarisse Charot. Donc, je suis en charge du marketing et de la communication chez Nature et Découverte. Nature et Découverte, je pense que vous connaissez la marque, qui est une marque en fait qui a 28 ans, qui a grandi. C'est un groupe familial qui a germé autour d'une idée selon laquelle on peut faire du commerce autrement et avec des engagements. Donc, en satisfaisant nos clients, mais aussi en y mettant du cœur et surtout en protégeant la nature. C'était ça le credo. Donc aujourd'hui, Nature et Découverte compte 92 magasins en France. Très bien. Arnaud Delacoste, un mot de présentation. Donc je suis Arnaud Delacoste, je suis un des fondateurs du groupe Actical Sitel. On est opérateur de centre de contact dans l'expérience client avec aujourd'hui 76 000 collaborateurs dans 25 pays. Donc c'est une vieille start-up, on va dire. On a des vieux habitués de ce salon. On l'a fait quand on était tout petit et puis on continue à le faire aujourd'hui. Et au sein du groupe, on aborde les sujets d'expérience client par plusieurs angles. Et l'angle de l'automatisation, de la self-carisation et donc des chatbots est un des angles majeurs aujourd'hui sur lesquels on accompagne nos clients. Que ce soit dans l'expérience client, mais aussi dans la formation, la transformation digitale, etc. Très bien. Jean-François Tripodi, directeur général de Carte Blanche, un petit mot de présentation de votre entreprise. Nous travaillons pour les mutuelles, les compagnies d'assurance dans le secteur de l'assurance santé. Vous voyez notre logo peut-être sur votre carte de tiers payant qui vous donne accès à la pharmacie mais aussi à l'opticien avec des remises de prix et des certifications de qualité. Nous traitons pour 7 400 000 personnes sur tout le territoire, y compris les DROM, donc l'outre-mer. Et nous sommes une société ancienne, avec plusieurs noms depuis ce temps-là, mais on a commencé en 1947. Le nom de Carte Blanche n'existe que depuis 2010. Et nous avons passé le côté digital il y a 4-5 ans. Et on l'optimise maintenant avec un chatbot notamment. Vous aurez l'occasion de nous en parler tout au long de l'heure qui vient. Alors, première question, quels sont les bénéfices des chatbots dans le self-care? On va parler de la self-carisation pour commencer. Avez-vous des exemples de réalisations concrètes au sein de vos entreprises de telles réalisations? Arnaud Delacoste, pour commencer. Alors, il y a plusieurs bénéfices à implémenter un chatbot. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de marques qui ont commencé à déployer des chatbots, qu'elles soient à vocation commerciale ou servicielle. Aujourd'hui, on s'aperçoit que là, dans les grands bénéfices, il y a un bénéfice de disponibilité, c'est que le chatbot, il marche 24/7. Il y a évidemment un bénéfice aussi d'accompagnement vers le self-care. Pour moi, il y a un vrai binôme avec la dimension self-care, d'accompagnement du self-care. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, on rentre dans un âge de maturité des chatbots où il y a, j'ai envie de dire, 3-4 ans, c'était cool d'avoir son chatbot parce que ça faisait innovant et il fallait sortir un chatbot le plus vite possible. Et la plupart des expériences ont été assez décevantes.
Et la raison de cette déception était un chatbot qui était un petit peu hors sol, qui était principalement lié à une approche de communication, mais qui n'était pas un chatbot rattaché à des données liées à la marque, liées au client, donc toute l'intégration entre les données CRM, les données comportementales, etc. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que plus en plus de marques ont commencé à déployer des chatbots complètement intégrés, et là, ça leur amène une vraie valeur. D'accord, donc il y a effectivement cette valeur-là et on voit qu'on a atteint une asymptote en termes de maturité. Clarisse Charot, au sein de Nature et Découverte, quels bénéfices Alors, nous, on l'a envisagé sous l'angle du service, dans la mesure où, en fait, ce qu'on essaie de déployer, ce qui fait la notoriété de notre marque et ce que nos clients apprécient, c'est le conseil, c'est le fait que quand on va en magasin, on est vraiment accompagné. Et donc, on a voulu retrouver ça à travers des chatbots. Et donc, là, ce qu'on a expérimenté, c'est le cadeau. On s'est dit, nos clients viennent beaucoup pour trouver un cadeau. Alors, on aime dire un cadeau qui a du sens chez Nature et Découverte. Voilà. Et donc, on a fait un chatbot pour l'aide au cadeau. Parce que finalement, on se rend compte que quand nos clients viennent en magasin, c'est à chaque fois, alors j'ai un cadeau à faire, mais je ne sais pas trop quoi, je ne connais pas bien la personne, donc ils sont en recherche d'idées. Donc on s'est dit, pour nous, le chatbot, c'est une opportunité, voilà, sans être intrusif, sans être poussif, mais quand ils le souhaitent, voilà, on met ça à leur disposition et à travers quelques questions très simples, en fait, on leur suggère beaucoup d'idées. Et de façon vraiment très rapide, ils peuvent directement accéder à l'idée cadeau qu'ils auront retenue. Donc, nous, on l'ancre vraiment d'un point de vue service. D'un point de vue service. Et il est opérationnel depuis combien de temps, votre chatbot cadeau ? Depuis 1 mois et demi, vraiment, on l'a mis en place. D'accord. Alors après, ce que vous disiez, c'est effectivement, il faut injecter de l'intelligence aussi. Donc là, on l'a implémenté pour voir déjà les premières réactions, comment nos clients recevaient ça, le fait d'avoir un robot. C'est un peu, quand on voit Nature et Découverte et robot à côté, on se dit qu'il y a un truc qui ne va pas. Et donc, on voulait voir déjà l'accueil, comment nos clients recevaient ça. Mm-hmm. Ça se passe très bien. Et donc maintenant, forcément, la phase là sur laquelle on est en train de travailler, c'est comment on met de l'intelligence derrière pour être de plus en plus fin et dans nos recommandations. Et vous nous parlerez tout à l'heure de la complémentarité avec l'humain, justement, du chatbot avec l'humain. Parfait. Jean-François Tripodi, au sein de Carte Blanche, quel bénéfice vous identifiez à l'utilisation d'un chatbot ? Notre mission principale, c'est accompagner nos bénéficiaires dans leur parcours de santé. Le parcours de santé, on ne le prévoit pas souvent à l'avance, des fois on le subit. Ou alors pour les achats comme l'optique par exemple, ça va être un achat qui va se faire pendant qu'on fait des courses au supermarché, puis on s'arrête à l'opticien. Nous avions là besoin d'être disponibles 7 sur 7, le samedi, le soir tard, pour répondre aux besoins individuels. On n'est pas parti sur le principe on veut un chatbot. On est parti sur le principe comment répondre à notre besoin. Concrètement, nous sommes des spécialistes du monde de la santé et de l'assurance et pas des spécialistes du digital. On a fait appel à des experts, en l'occurrence le groupe Capgemini, qui nous a amené à définir que le chatbot était la bonne réponse et que cette réponse permettait aussi d'encadrer notre spécificité, c'est de traiter des données de santé personnelle, donc sensibles. Vous avez tous le RGPD en tête d'ici quelques semaines, fin mai. Il fallait à tout prix que ce chatbot permette de répondre aux contraintes de données personnelles, de personnalisation de l'information, tout en étant hyper sécurisé. C'est ce que nous avons fait. Ensuite, on voulait aussi s'assurer qu'en bout de course, il savait répondre aux besoins de nos bénéficiaires. On a commencé par le parcours santé visuel. On n'a pas traité toute la santé. Demain, on fera l'auditif, demain, on fera le bucco-dentaire. On a super entraîné les équipes, que ce soit de Capgemini, Prosodie, que ce soit de nos clients, que ce soit les miennes. Tout le monde s'est mis derrière à le roder. Et maintenant, il est dans l'entraînement réel avec les vraies questions-réponses qui sont supervisées par un superviseur. Et je crois que vous avez fait le parti pris d'être très anglais dans les sujets qu'aborde votre chatbot. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est un point principal, effectivement. C'est que on est vraiment dans un jeu de réponse.
en français, conversationnel est peut-être encore plus parlant que chatbot. On est dans la conversation et par la conversation, nous amenons notre bénéficiaire à la bonne question qu'il doit nous poser, à laquelle on peut répondre. Globalement, si au cours d'une conversation sur l'optique, comment je dois choisir mes montures par rapport à ma correction, ou comment je dois choisir mon verre par rapport à ma situation de vie, de travail à l'extérieur, dans le froid, dans le chaud, si au milieu de ça, il nous pose une question sur la santé globale de la vue avec le glaucome à l'intérieur, on va l'amener ailleurs. On va l'amener sur une autre application que nous avons qui va lui expliquer cela. On va l'amener sur une application d'essayage de monture en temps réel avec le téléphone, la caméra du téléphone. Il va essayer des lunettes en temps réel, bien sûr tout en digital. Et il va voir le type de lunettes qui lui convient le mieux. Tout est scénarisé du coup. Tout est scénarisé, tout est orienté. Moi, j'ai souvenir d'un autre temps où aussi j'avais des centres d'appel, beaucoup plus petits que vous, mais on appelait ça des scripts. Presque ça y ressemble. C'est-à-dire qu'on amène l'internaute sur le chatbot à centrer sa question pour qu'on puisse lui apporter la bonne réponse. Et là-dessus, nous rajoutons la connaissance de données personnelles que nous avons et données de santé. D'accord, et ça c'est des mois, j'imagine, des mois de travail pour arriver à imaginer toutes les questions et les réponses apportées par l'outil. C'est 6 mois de préétude, 6 mois de développement, 4 mois d'entraînement du chatbot. D'accord. Pour qu'il soit autonome, justement. Ouais. Ouais. Donc il faut compter 6 et 6, 12 et 4... Alors, on a été peut-être un peu long dans la partie étude, parce qu'on est vraiment parti de zéro. On n'a pas demandé à nos conseils, on veut un chatbot. On est parti de zéro, quel est le besoin? Et ça a bien pris 3-4 mois. Quoi. Et du besoin est arrivé à la technique. La technique n'est qu'un outil, ce n'est pas un objectif en soi. D'accord. Parfait. Alors, vous nous avez convaincus de l'intérêt, du bénéfice à adopter ce type de solution pour répondre à des besoins, surtout quand il y a des flux importants ou sur des aspects serviciels pour Nature et Découverte. Mais une question que tout un chacun se pose, c'est comment marier la conversation avec un robot et l'intervention humaine dans la relation client, qui est quand même... à l'heure où on parle beaucoup d'émotions, on parle beaucoup de nouvelles attentes des clients, qui reste aussi centrale dans la problématique de relation client des marques et des enseignes. Clarisse, vous, ce sujet de l'humain, il vous a taraudé, j'imagine? Alors, exactement, effectivement. Alors, nous, c'est pour ça qu'on ne l'utilise pas, par exemple, dans le service client. Au service client, pour l'instant, on ne l'utilise pas. Peut-être qu'on l'utilisera plus pour des questions... très pratique, enfin je sais pas, par exemple dans le tunnel de commande ou des choses où on peut avoir une réponse très facile, très concrète, pour permettre de donner de la disponibilité à nos équipes pour avoir du temps et pour apporter justement les conseils sur les produits. Donc après, on a essayé d'humaniser ce chatbot, de l'imaginer. En fait, quand on l'a créé, quand on l'a imaginé, on se dit, il faut le personnifier, il faut presque se représenter la personne qui pourrait parler, presque. Et il faut, je pense, dans le ton, dans l'humour, il faut vraiment respecter les codes de l'entreprise et bien analyser. Nous, on a bien regardé la façon dont nos guides conseils s'adressent à nos clients en magasin pour qu'on retrouve... il faut que ce soit très cohérent, en fait, par rapport au ton de la marque, voilà. Donc ça me semble important. Et après, il ne faut pas faire croire au client que c'est une vraie personne non plus. Il faut que le client puisse se dire « ils me rendent vraiment service ». Je ne pense pas qu'il faille se dire c'est un humain. Il ne faut pas que le client se pose la question. Oui, quand on sait que c'est un robot, on accepte les limites du robot aussi. Exactement, il faut accepter les limites. Donc, c'est pour ça que nous, on l'a centralisé autour d'une question. Je rejoins tout à fait ce que vous disiez, mais c'est pas, on ne s'est pas dit on veut faire un chatbot, sur quoi on va le faire. On s'est dit il y a un besoin sur les cadeaux qui est vraiment très marqué. Comment on va aider nos clients à remplir ce rôle. Et je pense que c'est ça qui est fondamental. Ce n'est pas juste pour se faire plaisir, un truc de marketeur. Voilà, il ne faut surtout pas que ça le soit. Arnaud Delacoste, cette question de l'intervention humaine, comment vous l'abordez? Je pense qu'on est vraiment dans l'âge de la collaboration et pas de la compétition. Et il faut voir l'implémentation d'un chatbot comme étant un outil qui vient s'imbriquer dans une des briques du parcours, mais qui n'est pas l'alpha et l'oméga. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que
on a à la fois des nouveaux métiers qui sont créés par ces chatbots et Jean-François tout à l'heure parlait de l'entraînement. La brique d'entraînement, que ce soit, quand on entraîne un chatbot, en fait, on entraîne un moteur de compréhension. Et pour entraîner un moteur de compréhension, il faut lui faire digérer, entre guillemets, des milliers et des milliers de phrases ou des milliers et des milliers d'actions. Et qui mieux qu'un humain et qui mieux qu'un conseiller client peut faire ça, parce que lui, il connaît la marque, le vocabulaire de la marque, etc. Donc on a ce premier pan où moi je prends que plus on mettra de chatbot dans l'expérience client et dans nos expériences, plus on verra ce besoin important de formation et d'entraînement de ces chatbots, et pas forcément au démarrage, mais pendant toute la vie du chatbot, parce que nos entreprises, il y a de la formation continue, et il faudra faire de la formation continue des chatbots aussi, et les produits s'arrêtent, les services, les process changent, il faut apprendre au chatbot à désapprendre, et après il faut lui réapprendre. Donc il y a ce premier pan où je pense qu'il y a une grande part d'humain par ces nouveaux métiers, et aujourd'hui, si on prend juste à la MindSightel, je dois avoir plus de 500 personnes qui sont des entraîneurs de bots dans plusieurs pays dans le monde, principalement des pays offshore, mais qui sont entraîneurs. Et après, vous gérez combien de bots à peu près? Je ne sais pas, une petite centaine, je pense, mais qui sont souvent imbriqués dans une interface qui est assez transparente pour le client. Et dans plusieurs cas de figure, le client va commencer une relation avec un chatbot, et puis après va, sans s'en rendre compte, être pris en main par un humain. Si vous prenez le cas d'un chatbot que vous avez peut-être expérimenté, que j'aime bien, qui est Anatole, qui est le chatbot de la SNCF, quand vous montez dans un train, vous recevez un SMS qui vous dit, donc là c'est un chatbot SMS, bienvenue dans ce train, est-ce que cette ligne, entre guillemets, est ouverte pendant votre Paris-Nantes, et une personne dans le train est à votre disposition pour y répondre. Une partie des réponses sont directement apportées par le robot, sur des trucs très génériques. Et puis, si le train a du retard ou on pose une question qui est plus personnelle, à ce moment-là, c'est des équipes de relations clients situées dans son appel qui prennent le relais. Mais quelque part, pour le client, c'est assez transparent. Au départ, on lui amène un service qui est de dire, si vous êtes dans le train, si vous avez un problématique, vous pouvez discuter avec une personne qui est dans le train. Oui, quand c'est abouti comme ça, effectivement, on voit toute la puissance de l'outil. Alors, quelles sont les marques qui vous semblent être les plus avancées justement sur ces sujets? Qui est-ce qui veut prendre la parole là-dessus? Alors, je crois que vous j'avais sorti quelques exemples. Dans les bots qu'on aime bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de cas d'application. J'ai envie de dire, la limite, c'est notre créativité. Le chatbot Baltus qu'on a mis en place pour Lidl, il est un peu dans le même esprit que votre chatbot cadeau, qui est de dire, d'acheter du vin, c'est pas forcément un acte très simple. Pour plein de gens, ça peut être quelque part assez complexe parce qu'on peut se sentir idiot, entre guillemets, face à un achat de vin. Et là, en rentrant sur une dimension accord mes vins ou grille de prix, etc. Donc il y a plusieurs clés d'entrée. Le chatbot va faire un sorte d'entonnoir et va faire des propositions. Donc on est vraiment sur une dimension, j'ai envie de dire, d'un chatbot expérientiel, commercial, qui pousse sur de la reco de produits, sans aucun lien, ni avec quelques critères personnels, mais pas de lien avec un CRM. D'accord. Ça a été mis en place par Lidl. Oui, on l'a développé pour Lidl il y a quelques mois déjà. Voilà. Et c'est live, vous pouvez aller sur le chatbot Lidl. Et il est de mémoire sur plusieurs canaux, y compris Messenger. On peut en faire un deuxième. Des chatbots expérientiels. Alors celui-là, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est Accor. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'Accor est allé très loin dans l'intégration avec son programme de feed. Et donc aujourd'hui, là, pour le coup, donc ça vous aide à faire je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, mais c'est dans les tuyaux. Voilà, ça vous aide à choisir un hôtel, et en fonction des différents hôtels dans lesquels vous avez déjà dormi et de votre profil en termes de clients fidélisés, on va vous recommander des hôtels différents, et puis vous allez avoir quelques éléments sur le nombre de points que vous pourriez marquer, etc. en suivant les conseils de Phil, qui est une personne entre guillemets qui porte le chatbot. Et puis un dernier, là pour le coup c'est un chatbot très intégré, très serviciel, qui tourne maintenant depuis plus d'un an et demi. C'est pour Direct Energy. Et on s'est aperçu avec Direct Energy que dans le parcours de souscription d'un nouvel abonnement d'électricité, il y avait un moment où les clients étaient tentés de rappeler parce qu'ils n'étaient pas sûrs qu'ils avaient bien souscrit et que tout le parcours était bien calé. Et du coup, pour éviter un réappel et pour tenir informé le client en permanence de l'avancement de son suivi dans ce parcours de souscription, on a mis en place ce bot
dont la principale mission était de rassurer le client, fournir un service et éviter les appels. Enfin, le ROI de ce bot, il est sur l'évitement d'appels. Et alors, j'ai pas le droit de divulguer des chiffres, mais c'est assez puissant en termes de taux de déflexion d'appels. Voilà trois exemples. Après, il y en a plein d'autres, mais de chatbot. Jean-François, vous vouliez ajouter quelque chose? Et en même temps, rebondir sur la question précédente. Notre particularité, peut-être, mais je pense qu'on se ressemble beaucoup avec Nature et Découverte là-dessus, c'est que notre objectif sur le chatbot est d'amener notre bénéficiaire à aller voir un humain, à aller voir un membre de nos réseaux. Nous avons 190 000 professionnels de santé référencés chez nous. L'objectif, c'est aller voir un humain pour répondre aux besoins de santé. Le chatbot n'apporte pas le service lui-même. Il ne permet juste que de définir le bon service et le bon professionnel auquel il faut accéder. C'est pour ça que je compare à Nature et Découverte, où quelque part, c'est bien un conseiller qui va vendre dans le magasin. Pas forcément, parce que sinon, ça peut renvoyer sur le web directement. Bon, voilà. Enfin, notre principe, c'est ça, il faut aller sur un humain. Le chatbot n'apporte pas le service final. Il est là pour conseiller, orienter. Et par rapport à des exemples, on a eu un modèle tout à fait différent, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment orienté sur le besoin final fonctionnel. Après, on a tout regardé. On a regardé du Sephora comme du SNCF ou comme des applications météo pour essayer de voir ce qui marchait bien. Mais on s'est interdit de dire voilà quelque chose qui marche, on va le copier. Non. On est parti du fonctionnel et on a trouvé des moyens techniques à apporter par les autres prestataires parce que nous, on ne sait pas faire, bien sûr. Absolument. Alors justement, j'ai une question de la salle qui demande, le client a-t-il la possibilité de se déconnecter du bot pour avoir une vraie personne à tout moment? Oui, de toute façon, à chaque fois, il a la possibilité, effectivement, c'est je réponds, ou je suis intéressé, et donc ça a valeur d'opt-in. Il y a toujours une question un peu filtre pour lui demander son accord. Donc, il a toujours la possibilité de ne pas utiliser ça, bien sûr. Jean-François également Oui, alors c'est encore plus complexe pour nous parce que nous sommes obligés de rentrer dans une réglementation CNIL et RGPD très dure puisque nous connaissons des informations de santé sur les personnes. Donc il y a un formalisme très fort du moment qu'on rentre dans ce schéma-là. Puisque pour bien répondre à leurs besoins, il faut connaître leur état de santé souvent. Donc oui, c'est une question très précise. Tout est hébergé en hébergement de données de santé. Tout est en flux hyper sécurisé. La data est très sensible. La data est très sensible pour nous. Très bien. Arnaud, peut-être dans les bots que vous développez? J'ai envie de dire ça dépend de ce qu'on veut leur faire faire. Et là, j'ai envie de dire comme c'est du scripting et dans les attributs du bot, on va imaginer des configurations d'échappement entre guillemets en disant bah voilà le bot ne sait plus répondre, il bascule vers un conseiller ou dans la configuration native, on va imaginer de mettre en place un recours vers l'humain. J'ai envie de dire ça dépend encore une fois de la finalité et c'est compliqué de répondre. Pour moi, il n'y a pas de bonne réponse. Ce qu'il faut, c'est que le client ne soit pas laissé en rade au milieu du chemin. Et donc, si l'expérience se passe mal avec le bot, évidemment qu'il faut créer des passerelles vers un dispositif humanisé. Ouais, d'accord. Une autre question, on demande si le chatbot n'est-ce pas finalement du self-care amélioré? Alors, j'ai envie de dire oui et non. C'est effectivement en partie du self-care amélioré et parfois c'est du self-care en moins bien. C'est que tout à l'heure, je pense qu'on va parler des voice bots un petit peu. Je ne sais pas si donc c'est les interfaces Alexa ou Google Home qui commencent à fleurir dans nos salons ou nos cuisines. Aujourd'hui, si vous expérimentez l'usage de la plupart des voice bots aujourd'hui, c'est un usage régressif par rapport à ce qu'on connaît avec nos apps. Par exemple, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience d'essayer de commander un Uber via un voice bot. C'est un enfer, alors que ça se fait en 2 clics. Donc encore une fois, je pense que quand on met en place un voice bot, il y a une vraie, ou un chatbot, il y a une vraie logique à se mettre dans les pas du client et à se dire est-ce que ça amène un vrai bénéfice. Alors pourquoi je disais oui? Parce que souvent c'est aussi une manière d'expliquer le self-care et de dire et de guider pas à pas un client qui serait pas très à l'aise avec du self-care en lui disant bah voilà, vous n'êtes pas à l'aise en le faisant par vous-même, en naviguant dans les différentes pages et en naviguant dans les différents onglets, bah, le chatbot va vous accompagner pas à pas. Donc sur les self-care complexes, ça peut avoir du sens. Mais il faut faire attention à ne pas tomber dans l'inverse qui est de dire on met un chatbot et du coup ça devient plus compliqué que ce qu'on avait en expérience self-care. Absolument. Je rejoins ça, en fait. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vraiment complémentaire. On y gagne en disponibilité, pour le client.
Pour, par exemple, un service client, c'est intéressant dans la mesure où ça va lui laisser de la disponibilité et on peut retirer toutes les tâches aussi techniques. Voilà, enfin, faut le considérer comme un allié, comme une complémentarité. Je pense pas que ce soit ça puisse remplacer. Donc, ça améliore l'expérience, j'espère. Mais voilà, c'est complémentaire. Parfait. Jean-François. Nous sommes très prudents. C'est très novateur pour nous, pour nos clients, les mutuelles, les compagnies d'assurance. Nous allons expérimenter pendant plusieurs mois la version qui tourne sur le parcours visuel, qui intègre l'ensemble de toutes les fonctionnalités que nous souhaitions. On est persuadé que c'est un premier jet qui va demander à être amélioré et on s'interdit d'aller plus loin tant qu'on n'a pas rodé, appris, avoir des retours d'expérience des bénéficiaires finaux pour continuer plus loin. En parlant de ça, je vois devant, dans les premiers rangs, nos prestataires au prosodie qui attendent impatiemment qu'on commande la V2. Ils vont un petit peu attendre qu'on rôde la V1 pour arriver à ce que ce soit, qu'on se rassure. C'est très novateur pour nous et encore plus pour nos compagnies d'assurance mutuelle qui sont encore moins agiles que nous. C'est ça. C'est qu'il faut, vous, dans votre écosystème, que vous embarquiez aussi tous vos partenaires. On ne vend pas directement aux bénéficiaires. Il faut qu'on motive, qu'on explique à nos clients, qui sont les mutuelles, les compagnies d'assurance, les institutions de prévoyance et autres, comment intégrer ce système-là, ce qu'il va apporter. Et aujourd'hui, il faut le dire, nous bloquons sur des problèmes technologiques, purs et durs. Nous avons des complémentaires de santé qui, aujourd'hui, voudraient intégrer le chatbot dans leur parcours client. La technologie les bloque. Il faut qu'ils avancent pour arriver à intégrer cette façon de parler à leurs bénéficiaires. Des investissements, du travail, de l'adoption de ces nouvelles technologies. D'accord. Alors, Arnaud Delacoste, vous parliez du VoiceBot, donc le next step du chatbot. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette tendance? Alors, en fait, ce que je disais tout à l'heure, pour moi, c'est un des nouveaux, enfin c'est peut-être le grand canal de relations clients de demain. Moi, je crois vraiment que on est à la fin d'un âge de la domination quasi exclusive du smartphone et qu'on va redevenir des individus multi-équipés avec un smartphone, mais qui ne sera pas la pièce centrale, mais qui sera entouré, une des pièces avec cette interface qu'on aura chez nous, des capteurs qu'on porte sur nous, des AirPods qui permettront d'avoir de la traduction en temps réel, etc. Donc on était dans un âge multi-équipé il y a 15 ans avec les baladeurs, l'appareil photo, etc. Tout ça a été rassemblé dans un même équipement. Et là, on revient dans une époque où on va être multi-équipé. Et du coup, l'enjeu, c'est que tout va se parler. Et je pense que on va arriver sur un shift où pendant des années avec les iPhones, etc., on était dans un monde du tactile, où on utilisait des apps et on était en tactile. Et là, la voix va devenir notre nouvelle arme de commande de l'ensemble de ces interfaces. Et donc, il y a un vrai défi, parce que qui dit voix dit compréhension de cette voix par l'ensemble de ces interfaces. Au premier chef, les interfaces type Alexa ou Google Home. Et derrière, une fois qu'on a commencé à interagir avec une marque par un voicebot de interface, donc il y a une expérience client, une expérience utilisateur à créer, à inventer, qui doit surtout pas être un copier-coller de chatbot parce que c'est une nouvelle expérience à imaginer. Et puis demain, c'est potentiellement une porte vers une connexion, vers un service client, vers un point de vente, etc. Et donc je pense qu'on va de plus en plus parler à cette interface en langage naturel. Donc ça pose plein de défis de compréhension et que ça sera un canal d'expérience client de demain. Ouais. Alors on parle souvent de la recherche vocale qui est déjà très présente aux États-Unis. Je crois que plus de 50% des recherches sur Google seront vocales en 2020, donc c'est demain. Et si vous allez en Chine, la recherche, elle est sur les moteurs chinois, elle est principalement vocale. Donc je pense que là, on est vraiment dans un âge où la voix, la commande vocale va devenir notre nouvelle télécommande. C'est une évidence. Après, ça oblige à redessiner plein d'expériences. Donc c'est passionnant parce qu'on est au début, il y a des tonnes de défis, mais les marques qui sauront faire ça correctement seront vraiment différenciantes. Il y en a beaucoup qui travaillent sur le sujet, j'imagine. Est-ce que vous en avez une en tête? Il y a beaucoup de marques qui... Je pense on peut faire un parallèle avec les chatbots il y a 5 ans. Il y a beaucoup de marques qui mettent des skills Alexa ou qui développent l'expérience Google Home parce qu'il faut y être et que c'est innovant.
Mais comme je disais tout à l'heure, essayer de commander un Uber, ou même des gens que j'aime beaucoup, vous voyez SNCF, je trouve qu'ils sont géniaux, ils font plein d'innovations, enfin, c'est un super client, mais leur commander aujourd'hui un billet de train par une expérience de commande vocale, ils ont décidé, et je pense que c'est juste en l'état de la techno, c'est qu'on ne peut pas faire plus de 2 informations en même temps. Quand on commande un train, vous avez le point de départ, le point d'arrivée, l'horaire, la classe, votre classe tarifaire, etc., etc. Il y a 10 informations qui sont potentiellement déjà dans l'interface de commande web ou dans l'appli, mais qui ne sont pas dans Alexa ou dans Google Home. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour commander un billet de train, vous devez faire, entre guillemets, 20 ou une vingtaine d'échanges avec l'interface. Ce qui fait que vous allez mettre 5 minutes quand vous le feriez en 20 secondes sur une interface mobile. Donc je pense qu'on est sur un état d'apprentissage où effectivement c'est intéressant, mais aujourd'hui ce qui marche le plus sur Alexa, c'est les blagues. Aujourd'hui les skills qui se développent le plus sur Alexa, c'est Alexa dis-moi tell me a joke, et c'est un peu comme le début des apps, c'est les jeux, tout ce qui est Jeopardy, quiz, etc. Et donc la reco que je fais moi à pas mal de clients qui veulent se lancer dans un voice bot, c'est de dire vous lancez pas forcément sur votre cœur de métier. Vous êtes une banque, vous ne lancez pas forcément sur votre banque, mais essayez de décaler un peu et voir comment est-ce que vous pourriez être sur un voice bot d'entertainment, entre guillemets, pour rentrer dans votre foyer, dans le foyer de vos clients, mais sur une logique qui est complètement décalée et plus sur le jeu. Parce que si on prend l'histoire des technos grand public, le jeu a toujours été un des grands facteurs d'intégration et d'adoption de la technologie, en fait. Très bien. Jean-François Tribaudy, le voice bot, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Non, c'est encore très éloigné de nous. Et pendant qu'Arnaud parlait, je m'interrogeais sur la capacité de confidentialité avec la voix. Nos bénéficiaires recherchent des informations très privées, leur santé, et le font dans des lieux divers et variés, pas uniquement au domicile. Le fait de frapper sur un petit clavier sur le téléphone fait qu'on est le seul à voir la réponse et à faire l'échange. Je vois mal, mais je ne suis pas un expert là-dessus, donc je donne l'avis de comptoir de bar, là, mais je vois mal quelqu'un dans le métro poser au téléphone en oral, où est-ce que je vais trouver le meilleur service en cancérologie à Paris, quoi. Oui. Je pense qu'il ne le fera pas comme ça. Je pense que selon les métiers, la réponse sera différente, quoi. Et justement, alors là, ça m'amène à la question suivante sur le risque de déshumanisation finalement de la relation client par les outils. Donc, est-ce que c'est les usages, est-ce que ce sont les usagers qui plébiscitent ces nouveaux outils, ou est-ce qu'ils sont poussés par la technologie, par le service qu'ils apportent? Est-ce que vous êtes ce sujet de la déshumanisation vous interpelle ou pas du tout? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, oui, effectivement, ça nous interpelle, ça ne nous ressemblerait pas d'être déshumanisé. Donc, il faut vraiment s'interroger par rapport à la marque et à ce que les clients attendent. Je pense que sur une marque qui véhicule assez peu d'émotions déjà, donc finalement, c'est la suite logique, ça ne va pas déshumaniser, donc ça change, ça ne peut qu'apporter peut-être par rapport à la relation. Pour une marque qui est au contraire très humaine, très engagée, c'est là où il faut vraiment se poser la question et pour la rendre la plus humaine possible. Donc c'est vrai que c'est toujours dans les dosages. Alors j'ai pas mal de questions de la salle sur des aspects très opérationnels. Le coût de mise en place d'un chatbot, par exemple. Est-ce qu'on peut avoir des fourchettes des budgets que vous avez déployés pour mettre en place vos chatbots respectifs, ou est-ce que c'est confidentiel? Entre, je sais pas, 15 000 et 200 000 euros en fonction de l'intégration et de la complexité. Et voilà, c'est compliqué de répondre à cette question parce que ça dépend du périmètre fonctionnel, ça dépend de la data, ça dépend... ça dépend de plein de... Puis quand on dit chatbot, il y a chatbot SMS, chatbot sur Messenger, chatbot sur des apps natives. Est-ce qu'on le fait en multi-canaux ou pas? Enfin, il y a plein de critères qui font que la question n'est pas simple. Mais l'ordre de grandeur, enfin, en gros, 20 000, 150 000, 200 000. Ouais. D'accord.
Nous, on a décidé effectivement déjà de tester le principe et puis après, en se disant on va apporter de l'intelligence petit à petit et si ça marche, investir dessus. Donc voilà, on a décidé d'y aller crescendo. On ne va pas tout de suite faire des investissements énormes si on sent qu'il n'y a pas de réponse derrière. Là, on voit qu'il y a une réponse, donc on va investir davantage. D'accord. On a un peu le même schéma, c'est-à-dire que le premier chatbot qui tourne est sur le parcours de santé visuelle. Il comprend toute la gestion, tout l'accompagnement qu'on peut faire sur l'achat de lunettes, sur les problèmes de vue. C'est un socle qui va se dupliquer sur les autres métiers. De ce que j'ai compris, je vais dire de ce qu'on m'a vendu, c'est que notre demande était très complexe techniquement, parce que comme nous gérons des données de santé personnelle, on voulait que toutes les applications ouvertes par le chatbot s'ouvrent dans le chatbot et ne sortent pas. Sinon, ça faisait une fenêtre et c'était fini. La sécurité était partée. Et je crois que ça a été le côté technique, technologique, je ne sais pas comment dire, qui a été le plus complexe et qui a peut-être un peu de ce fait augmenté le coût, parce qu'il fallait à tout prix sécuriser dans un tunnel sans aucune possibilité de sortie, quoi. D'accord, très bien. Alors avant de passer à la question plus large de l'IA globalement hors chatbot sur les développements que vous pouvez avoir dans vos organisations respectives, alors j'ai d'autres questions intéressantes. Comment gérez-vous et anticipez-vous le développement grandissant des chatbots, notamment leur impact sur l'employabilité du personnel du service client? Ça, c'est une question pour vous, Arnaud. En fait, c'est une bonne question. J'en ai fait un livre. Parce que chatbot ou IA, globalement, les sujets se rassemblent. Faut savoir que, en fait, s'il y a 2 ans, en travaillant avec mes associés, etc., on a décidé de se lancer sur une réflexion sur l'IA et qui a abouti à l'écriture de ce livre. C'est justement parce que j'en avais ras-le-bol de voir dans la presse que, en gros, mon métier était mort et que dans les meilleurs des cas, il me restait 3 ans d'espérance de vie et que dans 3 ans, il n'y aurait plus personne à des centres d'appel ou 18 mois, etc. Et c'était qui Gartner, qui Forrester, qui tel canard avait mis une sorte de date de fin. Sauf que depuis 25 ans que je fais ce métier, depuis 25 ans, on dit que la voix va disparaître, que le téléphone va disparaître. Et depuis 25 ans, il y a 7% d'augmentation des volumes téléphoniques au niveau global. Donc, qui reste le premier canal. Qui reste le premier canal, alors que le mail aurait dû tuer, le chat aurait dû tuer, etc. Et globalement, mondialement, depuis 25 ans, le téléphone prend 7 points. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'on a une multiplication des échanges d'expériences clients qui augmente plus vite que notre capacité à les automatiser. Alors il y avait bien un moment donné où les courbes vont se rejoindre et où potentiellement on va avoir un ralentissement. Et on voit aujourd'hui qu'il y a des secteurs qui ont éliminé une part importante des appels à faible valeur ajoutée, etc., au profit du self-care, au profit de chatbot, au profit demain de systèmes d'IA, machine learning, etc. Mais en même temps, on le voit, à chaque fois qu'il y a eu des ruptures technologiques majeures, il y a eu à la fois une tendance, mais c'est humain, et j'ai étudié les ruptures technologiques depuis 2000 ans. À chaque fois qu'il y a une rupture technologique majeure, on a eu une tendance à surévaluer l'impact à court terme et à sous-évaluer l'impact à long terme. Parce qu'en fait, on voit la techno avec nos yeux d'aujourd'hui, on ne voit pas les usages de la techno avec les yeux de demain. Et donc, du coup, on s'aperçoit que des nouveaux métiers qui n'existent pas aujourd'hui seront des grands métiers de demain. Quand l'automobile est arrivée, certes, les maréchals ferrants ont disparu, mais c'est créé toute une industrie de la plasturgie, de la scierie, etc. Et je pense qu'on peut faire des parallèles assez équivalents avec les métiers de service, où aujourd'hui, l'enjeu, il est assez paradoxalement pas technologique, il est humain et formation. Le plus grand défi, et c'est souvent un angle d'attaque sur lequel on se trompe quand on aborde les sujets de intégration d'IA ou fin du travail, etc., c'est parce qu'on voit ça uniquement sous le prisme technologique, alors que l'enjeu, et moi je pense que la plus grosse boîte du monde dans les années qui viennent sera une boîte de formation, c'est un enjeu de formation et de capacité à accompagner nos collaborateurs, mais aussi nos clients, dans l'adaptation à ces technologies. Alors c'est vrai que ça va beaucoup plus vite qu'avant. C'est intimement lié. On ne peut pas déployer ces outils sans embarquer les organisations. Et j'imagine qu'il y a des craintes aussi face à ces choses. Et aujourd'hui, on est dans cette part un peu de creux où on a effectivement
une idée entre une partie des gens qui sont à la fois en train de se former et employés et qui ne sont pas encore prêts au métier de demain. Mais c'est pour ça que j'ai envie de dire, il y a effectivement peut-être si je devais être pessimiste sur quelque chose, c'est peut-être les 10-15 prochaines années où là il y a une phase un peu de transition qui a une sorte de plateau un peu complexe à gérer, sur lequel il faut investir sur la formation. Mais j'ai aucun doute que sur le moyen terme, on aura de nouveau des boulots pour tout le monde. Voilà. Clarisse, est-ce que ça a été un sujet chez vous Oui. anxiogène? Non, pas tellement. Non, ça ne l'est pas parce que en fait, on a quand même des univers très techniques. Quand on conseille un télescope, pour l'achat d'un télescope, quand on conseille pour un diffuseur et autres, on a quand même un discours très technique. Donc ça, c'est en fait, c'est plutôt laisser du temps pour ça. Non, il n'y a pas d'angoisse. Et par rapport à ce que vous dites sur la formation, nous, on a créé notre centre de formation où toutes nos équipes, que ce soit en magasin, sur le web, etc., passent. Enfin, c'est vraiment très important, ce degré d'expertise. Et je pense que c'est ce que donc c'est intégré dans le parcours collaborateur d'être formé, d'être exactement, accompagné. Et c'est fondamental. Ouais. D'accord. Jean-François, est-ce que vous avez eu des réticences par rapport au déploiement de votre nouvel outil? Vous nous aviez dit 6 plus 6 plus, plus d'un an de déploiement. Non, parce que d'abord, nous sommes en forte croissance. Hein. On a multiplié par quasiment 4 notre activité en 4 ans. Donc la croissance aide à cela, bien sûr. Mais la croissance a été accompagnée par une informatisation extrême de tous les processus qui font que nous traitons globalement 2,5 millions de relations, on va dire, par an, avec une interface professionnelle de santé par rapport à notre bénéficiaire. Et que pour faire cela, nous traitons aujourd'hui 600 appels téléphoniques par jour. 4 à 5 000 traitements se font automatiquement. Donc les collaborateurs sont plutôt habitués à avoir de l'automatisme qui fonctionne très bien et être là que quand on a besoin d'experts. Donc, a priori, ça ne l'a pas inquiété puisque on est plutôt dans la création de nouvelles expertises. Ils ont participé aux travaux, le design thinking, etc. Vendredi, ils passent encore leur journée là-dessus avec une société spécialisée sur le système. Donc, c'était même plutôt rassurant pour eux, je pense. Et nous, les personnes préfèrent passer du temps à avoir une vraie valeur ajoutée plutôt que passer beaucoup de temps sur des questions, 10 000 fois la même question toute la journée. Donc je pense que pour eux, ils voient un intérêt aussi par rapport à leur métier et ça le rend plus intéressant. Très bien. Une question sur la durée moyenne d'apprentissage d'un chatbot simple, commercial, non intégré. Un chatbot simple s'il n'est pas intégré, j'ai envie de dire, en fonction de la brique de compréhension du langage qui va être choisie, que ce soit une brique open source ou une brique d'un éditeur, ça peut être une semaine, 15 jours, voilà, ça peut être très rapide. En fait, plus on veut aller dans la complexité d'intégration et plus on veut être sur une forme de verticalité, de spécialité, etc., plus il faut être fin dans l'approche et donc fin dans la compréhension et donc avoir un temps d'entraînement qui soit plus important. Mais après, ça dépend après combien de ressources on met pour... mais en gros, on entraîne un chatbot en 15 jours, on met 15 personnes et on traite quand même des dizaines de milliers de requêtes qu'on fait apprendre au chatbot. Ouais. D'accord. Très bien. Alors peut-être pour finir, élargissons le sujet des chatbots à l'IA plus globalement et à toutes les fonctionnalités et les opportunités qui s'ouvrent avec l'IA et aussi parfois les craintes. Donc il y a un rapport qui a été commandé à M. Villani qui vient de sortir. Donc on sait que la France va essayer d'embarquer ses scientifiques pour être de plus en plus à la pointe de l'IA. Vous, dans vos entreprises, est-ce que d'ores et déjà c'est un sujet sur lequel vous réfléchissez ? Qui veut prendre la parole là-dessus ? Alors oui, chez nous, c'est un vrai sujet, effectivement. Et c'est pour ça on est en fort recrutement sur les métiers autour de la data. On a internalisé. Et en plus, oui, je pense qu'il y a eu une prise de conscience au niveau de tout, par exemple, le comité de direction. Donc on tend à s'organiser pour. D'accord. Jean-François ? Alors... Pour que nos métiers, nos activités fonctionnent correctement,
nous gérons des dizaines de millions de données, et je le répète, données sensibles, hébergement de données de santé, etc. Avant de parler d'IA, il y avait déjà tout simplement le principe de savoir ce qui se passait pour un bénéficiaire et l'utiliser pour l'amener à quelque chose de plus performant pour lui. L'IA, nous l'avons démarré il y a quelques mois, ça date de octobre-novembre, sur la fraude. Puisque quand un opticien, un dentiste, etc., vend quelque chose, fait payer une prestation, nous sommes le filtre qui contrôle tout ça, qui validons le paiement. Et malheureusement, comme dans tous les métiers, il y a des fraudeurs. Donc nous avons un processus de ciblage des fraudes possibles. On le faisait jusqu'à maintenant avec à dire d'experts et un développement d'un système décisionnel qui ciblait les factures et les prises en charge possiblement à fraude. En implémentant de l'IA, on a fait développer par des data scientists des algorithmes auto-apprenants qui ont ciblé des groupes atypiques de santé, de bénéficiaires, de types de factures, etc. Et grâce à cela, nous sommes passés de 5 vrais positifs à 7 vrais positifs sur 10. C'est-à-dire que le ciblage nous a mené à dire, voilà, ces 10-là, il faut les contrôler. Avant, 5 étaient des vraies fraudes. Nous sommes passés à 7. D'accord. Donc un vrai gain de l'intelligence artificielle qui a amené plus que le dire d'expert. Et ça tourne depuis novembre. D'accord, donc des résultats très probants. Ah oui. Arnaud, un petit mot sur l'IA, plus globalement. L'IA, et ce qui était, je trouve, très intéressant dans les réponses à la fois de Clarisse et Jean-François, c'est que les premiers mots qu'ils ont prononcés, c'est data. C'est qu'aujourd'hui, l'IA, c'est la quintessence du big data pour moi. Et la première question qu'on doit se poser, quand on veut implémenter, entre guillemets, de l'IA, ce qui ne veut rien dire, mais quand on veut implémenter des algorithmes utilisant des techniques de machine learning dans nos organisations, c'est est-ce que mes datas sont prêtes ? Je compare souvent en disant c'est un peu comme une entreprise qui voudrait mettre un moteur de Porsche dans une 2 chevaux. Bah, si le châssis n'est pas suffisamment solide pour tenir l'accélération, ça ne marchera pas. Donc la première dimension, c'est est-ce que mes données CRM, est-ce que mes données transactionnelles, est-ce que mes données comportementales de mes clients sur des réseaux sociaux, etc., sont suffisamment bien captées pour que je puisse en faire quelque chose. Parce que et après, on fait tourner des algorithmes dessus. Mais aujourd'hui, la problématique, elle n'est pas un problème d'algorithmie ou un problématique de stockage ou un problématique de computing. Elle est une problématique de données. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que, assez paradoxalement, beaucoup d'entreprises ont encore des bases de données qui sont très silotées et où entre la donnée transactionnelle, la donnée CRM, la donnée comportementale, il n'y a rien qui se parle. Et donc, c'est bien joli de pouvoir faire l'IA, mais j'ai envie de dire, d'abord et avant tout, il faut travailler à ce que les fondations de la maison soient prêtes à recevoir cette nouvelle technologie. Et après, on peut faire plein de choses. Les bases de données, voilà. Et après, une fois qu'on avait ça, c'est à la fois très performant parce qu'il y a plein de bénéfices à la fois à court terme et potentiellement à très long terme. Mais surtout, ça décilote complètement les organisations. Ça remet en cause bien plus que une efficience d'un process back-office. Ça remet en cause des organisations fonctionnelles entre les services clients, les services commerciaux, le back-office, etc. C'est une vraie mutation de l'entreprise et qui est, encore une fois, souvent prise par le prisme technologique, mais qui en fait est une mutation bien plus profonde. C'est ce que je retiens de toutes vos interventions, c'est qu'il y a effectivement le prisme techno finalement doit venir à jamais occulter le prisme collaborateur. Et en termes d'expérience client, je pense que la dimension la plus importante qui va devenir prégnante dans les années qui viennent, c'est la dimension de contexte. C'est qu'aujourd'hui, quand on répond à un client, on n'a pas beaucoup d'infos sur son contexte au moment où on nous appelle, au moment où il fait un chat avec nous, etc. Demain, grâce à de l'IA, grâce à des éléments où on va pouvoir mâcher ou triturer un nombre de données bien supérieur en temps réel, on va être en capacité de récupérer le contexte dans lequel se situe le client au moment où il nous appelle, au moment où il consomme, etc. etc. Et récupérer tout son parcours de navigation web, etc. Et donc, on va pouvoir inventer des expériences clients qui sont à la fois contextualisées et à la fois proactives. Et je pense que là, il y a un champ d'opportunité gigantesque pour nos métiers parce que ça va rendre les lettres de noblesse où, entre guillemets, on va devenir intelligent, bien plus intelligent et on ne va pas être que réactif, on va être aussi proactif. Donc l'IA va permettre dans les métiers d'expérience client
vraiment d'apporter, et je pense que pour boucler sur votre question sur le futur de l'homme et sur nos conseillers, à partir du moment où ils sont dans une démarche de proactivité, on est dans une vraie démarche de service et pas une démarche de réactivité, on se fait engueuler entre guillemets. Donc je pense qu'on va un peu changer la donne et ça va changer pas mal de paramètres du métier et on va globalement élever le niveau de service client qu'on peut offrir. Ça va être passionnant à vivre en tout cas. Merci infiniment à vous trois, Arnaud Delacoste, Clarisse Charot et Jean-François Tribaudier. On peut vous applaudir pour cette belle intervention sur les chatbots. Alors, on va prendre quelques questions dans la salle et puis à suivre, on va assister à la remise de prix du meilleur robot de l'expérience client justement. Donc, je vous invite à rester, qui va être remis par Thierry Spencer, que je ne vois pas. Ah, qui est là. Donc, Thierry, on laisse peut-être 5 minutes de questions-réponses à la salle et puis je te laisse la scène. Est-ce que quelqu'un a une question pour nos intervenants ? Que j'ai pas pu toutes les passer, donc si vous voulez les poser, celles que j'ai pas pu passer, vous pouvez prendre la parole, c'est le moment. Ah, c'est plus difficile en live. Il y en a une là-bas. Je vous en prie, levez-vous et peut-être dites-nous votre question. On vous a entendu partiellement. Oui. Donc la question, c'est est-ce qu'on mesure l'impact de l'automatisation est-ce que chez nous, on mesure les réductions de volume d'appels liées à l'automatisation? Alors évidemment, aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est un double mouvement. Aujourd'hui, je n'ai pas un client sur lequel on n'accompagne pas un travail sur la réduction des volumes entrants, quand ça fait sens. Mais en même temps, on s'aperçoit que sur la plupart de mes clients, j'ai une augmentation des points de contact, une augmentation des opportunités de contact et donc une augmentation globale du volume d'échange. Donc il y a à la fois plus d'automatisation mais aussi plus d'échanges parce que les canaux augmentent, parce que le nombre de clients augmente, parce que les sujets augmentent, parce que la relation client se complexifie. Et donc, j'ai envie de dire, c'est des vases communicants, mais le volume global... alors après, pour un client particulier, j'ai envie de dire, les télécoms ont fait beaucoup d'efforts pendant des années, ont beaucoup investi sur le self-care, et aujourd'hui, les volumes globaux de l'industrie télécom sont plutôt en baisse, mais quand d'autres industries sont plutôt en augmentation. Très bien. Écoutez, merci infiniment. On peut à nouveau applaudir nos intervenants et on va laisser la place à Thierry Spencer pour la remise du prix. Merci Thierry. Restez un instant, on en a pour quelques minutes, et puis vous allez pouvoir peut-être commenter. Olivier me rejoint, mon nom est Thierry Spencer, donc je suis l'auteur du blog Sens du client. Merci d'être venu et merci de ce témoignage à propos des robots. Et je voulais justement vous présenter, vous vous souvenez peut-être, j'ai créé en 2010 sur mon blog le prix Miss Client, Mister Client, qui était un peu un clin d'œil, une façon d'observer l'évolution des agents virtuels intelligents. Donc en 2010, 13 candidats, et jusqu'en 2016, 39 candidats, et c'était Thomas de Natixis Interépargne qui était désigné le meilleur agent virtuel intelligent de la relation client. Et ce que nous avons fait, c'est que cette année, j'ai imaginé que les agents virtuels intelligents étaient un petit peu du passé et que c'était le moment de s'intéresser vraiment aux robots, puisqu'ils n'ont plus forcément la forme d'un avatar, comme vous pouvez le voir. Puis on peut imaginer que dans un avenir très proche, ce sera aussi des voice bots. Et c'est pourquoi j'ai ajouté à cette méthodologie, j'ai demandé à un nouveau partenaire de me rejoindre, en l'occurrence Accence, pour créer ce prix Best Robot Experience. Et je vais laisser la parole quelques instants à Olivier qui va vous présenter sa société et également la méthodologie avant de vous annoncer le nom des gagnants, en quelque sorte le seigneur des robots, le meilleur, le robot de l'année. Oui, bonjour. Donc Accence est une agence spécialisée en UX Design qui est pionnière sur l'expérience client et l'expérience utilisateur depuis à peu près 1999. On est aujourd'hui leader sur le marché, mais on est surtout très intéressé par l'expérience client puisque c'est effectivement dans notre ADN.
Aujourd'hui, on s'est intéressé à ce partenariat avec le sens du client, dans la mesure où le sens du client, mais aussi l'Académie du service, travaille sur la symétrie des attentions. Et évidemment, on ne pouvait pas, en tant qu'agence, ne pas s'intéresser à l'expérience côté utilisateur comme l'expérience côté employé, ce qui est un peu le reflet de ce qu'est un chatbot, puisque c'est à la fois ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise et ce qui se dévoile et se dit à l'extérieur. Donc en termes de méthodologie, on a travaillé avec l'école éthique, qui est une école Internet qui travaille sur à la fois les développeurs et le design. Ils sont aujourd'hui à peu près plus de 1000 étudiants chaque année. On a lancé 25 demandes de travaux sur les robots et ils ont travaillé sur les masters 1 et 2 entre décembre 2017 et février 2018. Donc aujourd'hui, on a une batterie de retours avec plus de 18 questions qui ont été analysées et qui vont nous permettre de vous révéler à présent qui sont les gagnants du podium, en tout cas pour cette année 2018. Je laisse la parole à Thierry. Merci Olivier, c'est le moment de préparer vos smartphones, puisqu'on ne va pas faire la remise de prix, mais l'annonce des gagnants. La remise de prix, c'est très bientôt, c'est le 19 avril prochain. Voici donc les 3 meilleurs robots parmi les 25 candidats, entre guillemets, tous ceux qui ont été analysés. Et peut-être qu'on pourra demander aux invités de Martine de faire le commentaire. Donc sur la 3e marche du podium, le robot qui est le spécialiste, le conseiller en vin d'Auchan. Sur la 2e marche du podium, il s'agit de Ariane de Dirkantec. Et sur la 1re marche, donc le robot de l'année, la Best Robot Experience pour WeBot, le robot de WeSNCF. Est-ce que ça vous inspire un commentaire et je m'adresse peut-être à l'auteur du Seigneur des robots. Alors, je ne connais pas celui d'Auchan ni celui de Dirkantec, mais j'utilise souvent celui de Wii. On travaille beaucoup avec les équipes Wii et effectivement, ça ne m'étonne pas. Il est vraiment utile. Et pourquoi ? C'est parce qu'il est intégré, en fait. Il y a eu un vrai travail d'intégration avec un ensemble de données SNCF et utilisateurs qui fait qu'il est pertinent. Donc je pense que si oui est sur le podium, dans mon analyse, comme ça, un peu compteur du commerce, c'est parce que l'expérience utilisateur est vraiment bien pensée. Merci. Écoutez, je vous invite déjà à venir écouter peut-être demain, si vous êtes intéressé, sur les 10 points clés à avoir avant de commencer votre chatbot. C'est une prise de parole d'Axence qui a lieu en salle 10, mais surtout à vous inscrire à notre remise des trophées qui aura lieu le 19 avril dans nos locaux, au 23 boulevard Poissonnaire, dans le 2e arrondissement. Voilà, merci à vous. Merci.